les intervenants qui ont pu nous présenter leur pertinente intervention à l'occasion de cette manifestation scientifique digne d'intérêt. Mes remerciements s'adressent également à Madame Latifa Boulkhair qui m'a chaleureusement convié à participer à cet événement. Mes remerciements s'adressent à Monsieur le doyen Tawfiq Saïd et sa représentante Madame Malal Mansour. Mes remerciements également s'adressent à mes chers collègues, chacun par son nom et sa qualité. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble de l'auditoire et un rebonjour. Alors, je ne vous cache pas, le choix du sujet n'était pas aléatoire, n'était pas hasardeux, parce que moi j'ai beaucoup admiré cette, si vous voulez, cette mosaïque ou bien cette combinaison entre approche genre et le droit des affaires. Donc il y a une sorte d'interaction ou d'interdépendance entre l'approche genre ou la participation des femmes dans le monde des affaires ou bien dans l'écosystème économique. Donc j'ai opté pour le sujet du statut de l'auto-entrepreneur, la loi 114-13, je dirais qui n'est pas toute récente et qui ne date pas d'hier, mais c'est une initiative, je dirais, très salutaire, parce qu'il s'agissait d'une consécration pure et dure de l'approche genre, c'est-à-dire l'approche participative, féministe. Donc, à travers l'intitulé que j'ai choisi, j'ai dit que le statut d'auto-entrepreneur, c'est une production législative qui a favorisé l'intervention et l'inclusion des femmes au monde des affaires. Donc, pour échafauder un plan, j'ai opté pour ce qui suit. On va parler, je dirais de façon succinctement, de la loi 114-13 relative au statut d'auto-entrepreneur. Et secondo, on va s'attarder sur la corrélation, si vous voulez, c'est-à-dire la relation entre la femme et le monde des affaires, comment elle peut se percer, c'est-à-dire mettre le pied dedans sans discrimination. Donc il y aura par la suite, donc pour ne pas trop se précipiter, il y aura des doléances à soulever, des déplorations à mettre en exergue. Donc on va partir pas par pas. Et puis, dans un troisième intitulé, j'ai opté pour l'inclusion des femmes et j'ai dit qu'il s'agissait d'une approche participative qui est au cœur du nouveau modèle de développement. Donc, vous savez que, bon, on va rentrer dans les détails. Et puis, dans un quatrième lieu, j'ai essayé de présenter quelques données statistiques. Mais je ne vais pas vous cacher, en fait, j'ai constaté qu'il y a une sorte de controverse entre les numéros, bien les chiffres, parce qu'il y aura un retour en chiffres sur l'inclusion des femmes dans le monde des affaires, ou bien dans l'environnement du business. J'ai donné des chiffres qui ont été puisés d'une source autre que le Haut Commissariat au plan. Et du coup, j'ai constaté qu'il y a une petite nuance ou bien différence dans les chiffres. Je ne sais pas, du coup, ils sont un petit peu relatifs, si j'ose dire, pardon. Donc, c'est pas tout à fait absolu, donc ça reste un petit peu... ça peut fluctuer d'une source à une autre, donc ils sont variables. In fine, je vais soulever quelques déplorations. D'ailleurs, on a eu l'occasion un petit peu de papoter avec des amis, avec des femmes, et j'ai dit que c'est l'occasion ou jamais pour dire ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous déplorez, qu'est-ce que vous voulez à ce que soit recommandé dans un futur proche, donc quelques recommandations, bien quelques doléances. Alors, donc commençons par le commencement. Moi j'ai voulu, pointer du doigt cette consécration de l'approche genre dans l'environnement des affaires. Peut-être vous êtes en train de vous interroger quelle est la relation entre la participation de la femme et l'environnement des affaires. Donc j'ai dit que le Maroc, il a fait les mains et les pieds pour être au diapason des législations étrangères, pour être au palmarès des lois transnationales et étrangères. Donc il essaye de promouvoir, d'améliorer le climat des affaires. Donc
il n'a pas cessé de prévoir des lois, d'où appellation production législative. Mais moi, je vais m'arrêter un petit peu sur cette production législative. Parce que j'ai déjà dit à maintes reprises que c'est salutaire, c'est louable, c'est une initiative, je dirais, très bienveillante de produire des lois, mais trop de lois tue la loi. Donc on va tomber dans ce qu'on appelle l'inflation législative. J'ai dit à maintes reprises également que avant d'adopter des lois et d'essayer de rendre plus performant un cadre légal ou bien une plateforme juridique, il faut faire des études empiriques ou bien des études prospectives sur le terrain pour voir si ça va marcher ou pas. Parce qu'on tombe toujours dans cet embarras, si vous voulez, il y a une sorte de dichotomie, c'est-à-dire, comment dire, entre les lois adoptées et la réalité dans le terrain, ou bien le contexte socio-économique et culturel marocain. Donc, oui pour la production législative, mais attention de ne pas tomber dans ce gouffre de l'inflation législative. Donc, la consécration également est très patente, elle est ostentatoire, si vous voulez, entre l'approche genre et le monde des affaires, l'écosystème économique, la communauté du business, à travers quoi le Maroc toujours, et c'est un petit peu lié, c'est pour ça que j'ai dit il y a une sorte d'interdépendance, on essaie de promouvoir le climat des affaires, on essaie de rendre plus performant un monde des affaires sans entrave, sans discrimination, sans ségrégation. Ça c'est salutaire, c'est bienveillant, c'est réjouissant. On essaie également, quand je l'ai signalé dans le diapo, qu'on essaie de rompre avec le caractère vieillot de nos lois. Parce qu'il y a des lois qui sont archaïques, et pour répondre aux exigences d'un Maroc moderne, d'un Maroc, je dirais, ou bien d'un monde là où règne l'algorithme, là où règne le start-up, là où règne tout ce qui est digital et dématérialisé, alors même les lois, elles doivent être peaufinées. D'accord ? Dans un troisième lieu, je voulais mettre en relief le nouveau modèle de développement. Et puis, je compte démontrer comment il y a également une sorte de liaison très patente entre amélioration du climat des affaires, nouveau modèle de développement, monde des affaires et l'approche genre. On va rentrer dans les détails, parce que j'ai assisté à d'autres interventions de mes éminents collègues, j'ai essayé de faire de mon mieux pour ne pas tomber dans la redondance, c'est-à-dire la répétition. J'ai essayé à maintes reprises, parce qu'il y a une sorte de pléonasme, c'est-à-dire les idées qui ont été avancées, je me trouve malheureusement enclin de les répéter, j'ai pas essayé de les éviter, mais bon, on va essayer de faire avec. Donc, toujours dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, on essaie de rompre avec le caractère archaïque des lois. L'autorisation, si vous voulez, maritale, elle a été tombée en désuétude, donc elle est obsolète. Dorénavant, la femme, elle a tout le droit du monde d'exercer le commerce sans être sous la contrainte du mari qui va lui donner le feu vert, soit de foncer ou bien de faire marche arrière. Donc c'est déjà un acquis, je dirais, colossal. المكتسب يعني ثقيل والمكتسب مهم. Un acquis, exactement, مكتسب. Alors, voilà, c'est à travers ces trois piliers que j'ai essayé de traiter la consécration approche au genre. Et puis par la suite, excusez-moi, apparemment ça paraît flou. Moi j'essaie de... Parce que il y a des collègues qui me disent vous avez opté pour le rose et vous êtes une militante féministe. J'ai dit non, je suis pas le militantisme féminin, mais c'est par pur hasard. J'ai admiré les slides du PowerPoint et puis j'ai opté pour ça. Donc c'était pas prémédité. Et il est ça. Alors, je vais rebondir sur la loi 114-13, mais tout en essayant de ne pas trop m'appesantir, parce que je sais que le temps urge. Donc, quelles sont les vertus de la loi sur le statut d'auto-entrepreneur? J'ai dit que c'était un acquis législatif super important. C'est pas la peine
comment dire, de revenir sur les vertus, je dirais, procédurales, qu'il y a des exonérations fiscales, qu'il y a un allègement au niveau de la fiscalité, qu'il y a exonération pour déclarer la comptabilité, qu'il y a dispense de s'immatriculer sur le registre commerce. Donc, il suffit de s'immatriculer sur le registre national du statut d'auto-entrepreneur. Donc ça, vous pouvez, en un clin d'œil, en un seul clic, consulter la loi 114-13 et voir par la suite quels sont les avantages, les vertus, si vous voulez, les points positifs que cette loi, ou bien les apports positifs que cette loi a pu ériger. Et puis, je sais à travers l'étude très concise de cette loi démontrer comment ça va nous permettre, c'est-à-dire la création ou bien l'adoption de cette loi 143 nous a permis d'avoir une sorte d'intelligibilité juridique et judiciaire. C'est quoi l'intelligibilité? Une sorte de sécurité. Donc nous avons une plateforme juridique solide, qui est moderne, qui est au diapason des législations étrangères. Donc cela va nous permettre d'atteindre ce qu'on appelle la maturité juridique. Donc ce sont des concepts phares qui sont ma production propre. Donc après des études, je dirais, critiques et analytiques de la loi, on arrive à puiser et à avoir une idée générale ou bien à tirer quelques conclusions qui sont un petit peu critiques sur notre appréhension sur le cadre légal. Donc voilà, l'essentiel a été dit, c'est pas la peine de répéter la même chose, comme j'ai dit, il y a une redondance. Pour les critères d'accès, il faut juste respecter les dispositions législatives, etc. Et j'ai dit également que cette loi nous a permis, ce qui est heureux, de basculer de l'informel vers le formel. Donc le secteur informel, on essaie de le faire dissiper pour le substituer par un cadre légal régissant les activités commerciales. Donc j'ai dit que c'est une Mubadara Mahmouda, une initiative très salutaire, parce que 34% des femmes sont, ou bien ils ont été, ou bien plutôt ont fait des inscriptions sur le registre national des auto-entrepreneurs. Du coup, je vois que cela va leur permettre de se percer encore davantage dans le monde des affaires. J'ai prôné également pour l'inclusion financière, et là j'ai essayé de projeter la lumière sur ce détail, parce que quand la femme va avoir la capacité de travailler depuis son domicile à travers ce qu'on appelle l'auto-emploi, cela va lui permettre d'avoir une inclusion financière, soit une autonomisation pécuniaire. Donc, on va voir par la suite, peu importe, c'est-à-dire donc ça c'est un acquis en soi. Passons à autre chose. Voilà. Oui, il y a une sorte de corrélation toujours, donc très rapidement, pour ne pas dire ce qui a été dit, voilà, l'autorisation du mari, elle n'est plus là, le fait d'avoir une égalité des droits et des chances et des opportunités, ça c'est un acquis universel et un acquis constitutionnel qui prône pour la liberté d'entreprendre, l'article 35 de la Constitution marocaine de 2011, qui prend pour la liberté d'entreprendre, la liberté d'exercer le commerce et la libre concurrence, bien évidemment, tout en respectant à la lettre les dispositions réglementaires législatives prévues par la loi et les règles de salubrité, santé publique et la bonne concurrence et éviter la concurrence déloyale, etc. Donc ce sont des acquis pour la famille évidemment, et puis par la suite pour le nouveau modèle de développement, j'ai dit que on ne peut pas parler d'un Maroc moderne sans privilégier l'approche genre ou la participation de la femme dans l'écosystème économique. Puis après, l'autonomisation financière, elle a été dit, a été répétée plusieurs fois, et puis j'ai essayé de puiser quelques chiffres selon le rapport du nouveau modèle de développement à travers le comité spécial
qui prévoit que, je dirais, la participation économique des femmes, elle est plus bas que terrain, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de régression économique de la femme. Donc il faut un petit peu tabler sur ça, essayer de corriger cette situation médiocre. Donc très rapidement, retour en chiffres. Donc voilà, nous avons, selon donc la source, c'est l'Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise, mars 2022, c'est-à-dire c'est tout à fait récent. Nous avons 16,3% des entreprises marocaines relèvent de la propriété des femmes. D'accord, c'est lisible, heureusement. Et 14,6% des entreprises marocaines, ce sont des personnes morales qui sont gérées et dirigées par les femmes. C'est déjà un acquis, mais il ne faut pas se contenter de ça. Comme on dit, il ne faut pas se contenter de quelques miettes, mais il faut un petit peu œuvrer pour avoir des acquis plus avantageux. Et puis, in fine, nous avons 25,5% des auto-entrepreneurs qui sont des femmes inscrites au registre national du statut de l'auto-entrepreneur, ce qu'on appelle l'auto-emploi ou bien l'entreprise individuelle. Donc, à travers cette tribune, donc, on essaie de soulever quelques doléances, si vous voulez, quelques recommandations, quelque chose qui ne va pas, il faut la corriger, donc c'est le moment ou jamais. Donc, en 3 petites colonnes, très rapidement, j'ai proposé de rompre avec les idées stéréotypes, c'est-à-dire les idées reçues. Donc, tout ce qui est tabou, tout ce qui est afkar mutawarat, ou afkar aqima. Donc, il faut essayer de rompre avec tout ce qui est tabou. La loi du silence, il faut la bannir, il faut la proscrire, et il faut réclamer les droits pour ne pas se sentir un petit peu opprimé dans ce monde, je dirais, patriarcal. J'espère ne pas faire usage d'un terme plus pesant. Alors, j'ai pu constater que la femme, d'ailleurs, on a été en train de papoter entre collègues dans les coulisses, j'ai dit que la femme marocaine ou étrangère, peu importe, elle a cette capacité de polyvalence, de culminer plusieurs rôles. Donc, pourquoi ne pas exploiter cet acquis dans le monde des affaires? Parce qu'on a vu dans la vie courante comment la femme a pu sauver des entreprises qui étaient dans le gouffre de la faillite. Donc ils étaient au bout de déposer le bilan, c'est-à-dire il y avait une sorte de liquidation judiciaire très imminente, mais puisque la femme, de par sa perspicacité, je ne sais pas le terme en arabe, je crois, si je ne me trompe pas, elle a pu faire usage de quelques mesures salvatrices pour sauver des entreprises au déboire financier, c'est-à-dire qui souffrent de difficultés financières. Très furtivement, je serai très rapide, ne vous inquiétez pas, je fais une course contre les aiguilles de la montre. Et puis j'ai dit que l'instinct maternel, vous savez que nous les femmes, nous avons un instinct, pourquoi ne pas l'exploiter positivement dans le monde des affaires, parce qu'on a le sens du pronostic, donc on peut prévenir le mal avant sa production. Pour moi, c'est un acquis très avantageux. Et puis après, j'ai essayé de dire que puisqu'il y a dans la vie, il y a des hauts et des bas, donc matabat hayat, donc les turbulences de la vie, les vicissitudes, si vous voulez, de la vie. Donc la femme doit avoir une sorte d'autonomisation financière et être indépendante concernant son portefeuille, parce que peut-être il y aura un décès du mari, du frère, je ne sais pas, de l'oncle, peu importe, du tuteur, du curateur, et du coup elle va se trouver jetée dans la nature et en train de frôler la mort, entre guillemets, toute seule. Donc voilà, décès, état d'infirmité, donc j'ai donné quelques exemples très rapides. Voilà, j'ai essayé de soulever une autre doléance qui est l'inclusion financière. L'épargne, il y a l'autofinancement. Une fois on se trouve devant une gêne financière, directement on exige un concours financier ou bien des lignes de crédit auprès de la banque. Vous savez que c'est pas gratuit. Si on rentre en contact avec la banque, il y aura toujours des commissions, des agios à verser. Du coup, c'est pas gracieux, c'est pas gratuit. Donc, essayons de promouvoir, de privilégier l'autofinancement, l'épargne, éviter ce qu'on appelle l'économie d'endettement, parce que cela va nous aider
à s'en sortir lorsqu'on a une gêne financière. J'insiste doublement sur l'intelligence financière. Etc. Il y a le dhaka al-mali. Donc il faut essayer de, comment dire, de limiter les dépenses, de ne pas dépenser à outrance parce que donc c'est un, comment dire, c'est un atout, c'est un élément favorable à mettre en relief. Donc je passe, et puis pour faire un petit épilogue, c'est-à-dire une conclusion, je prends pour la vulgarisation de l'approche féminine, c'est-à-dire allez-y les femmes, à vos plumes, comme on dit, يعني الأقلام ديالكم وحاولوا تكتبوا في l'approche genre, surtout les femmes, je m'adresse aux femmes, c'est le moment ou jamais pour soulever ou bien mettre le doigt là où il y a le mal sur la cicatrice pour essayer de proposer, pourquoi pas, des solutions radicales à tous ces maux et comme on dit aux grands mots, les grands remèdes. Faire des recherches scientifiques, voilà, c'est ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique de l'approche en genre et son étalement à un grand public. En fin de compte, il faut insister sur l'inculcation, c'est-à-dire inculquer cette culture entrepreneuriale dans les cycles de formation doctorale, master, pourquoi pas dans les collèges, dans le lycée. Le Stade Shmia, elle a parlé de monopoly les États-Unis. عندهم 3 ans, au lieu d'une poupée ou là, du ballon ou là, je sais pas quoi, du poker, donc ils peuvent leur proposer le jeu de Monopoly parce que ça peut un petit peu rafraîchir la mémoire et voilà, et permettre de percer cette culture, comme c'est le cas en privilégiant les langues étrangères, l'informatique, le start-up, le soft skill, c'est-à-dire l'art de la communication, pourquoi pas ne pas privilégier ou bien promouvoir l'approche genre. Je crois que j'ai pas trop appesanti, c'est ça. J'ai respecté, merci de votre attention. Merci. Et merci.